Hello, hello, bienvenue sur le podcast L'Éventail. Cette semaine, je reçois la belle Bérénice qui est astrologue et qui cartonne sur TikTok, on va se le dire. Merci. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, Bérénice. Merci à toi, Valentine. Je suis super contente et je tiens à préciser que c'est la première fois qu'on m'invite. Alors, un grand merci à toi. Euh, Je- J'ai hâte qu'on enregistre tout ça. Ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment un honneur pour vrai de te recevoir. Si tu te présentais à nous, que tu nous dis qui tu es, quelle est ton histoire, d'où tu viens. Oui. Oula, mon histoire d'où je viens. Alors, je suis astrologue. Je vais me définir par mon métier en premier parce que je suis, comment dire, je suis très sensible depuis toujours et c'est vraiment lorsque j'ai débuté avec l'astrologie que j'ai compris que ma grande sensibilité, que je pensais être une faiblesse, est devenue ma force et maintenant mon entreprise. Et je suis le visage de mon entreprise. Comme tu l'as dit, je cartonne sur TikTok. Et donc, j'ai su, monétiser, si on peut dire, ma passion, enfin une de mes passions, parce que j'en ai d'autres. Et voilà, mon objectif, c'est de, comment dire, si je peux aider d'autres personnes à faire que leur faiblesse soit leur plus grande force, en fait, je serais bien. Et je dirais que c'est pour ça que je fais aussi de l'astrologie. Voilà, je sais pas si ça me présente bien, mais c'est ce qui me vient là comme ça intuitivement. C'est une grande question, hein, quand on nous demande de se présenter, on ne sait pas trop par où Oui, commencer. Il y aurait tellement de choses à dire. Si je peux me permettre, quand on avait discuté ensemble, tu m'avais dit que tu étais partie 2 ans en Australie. oui, oui. Je peux raconter ça absolument. Tu fais bien de me rappeler. Et je tiens à préciser aussi que je suis vachement dans le flow, le flou, et des fois j'ai du mal à être précise. Donc si tu me rappelles certaines choses, il n'y a aucun problème, je le prendrai pas mal. Et donc oui, je suis partie en Australie. En fait, j'ai vraiment après mes études, moi j'ai fait 5 ans d'études, voilà un master, je fais une école de commerce et vraiment le schéma classique. Je m'apprêtais à vraiment faire le pari métro boulot dodo, petit CDI. Et en fait, j'avais pas du tout envie de ça. Je suis partie en Australie avec mon sac à dos. À l'époque, même pour te dire, j'ai dit à mon copain, je pars. Peu importe si tu me suis, heureusement il m'a suivi, mais c'était vraiment un élan du cœur. Je ressentais que j'avais des choses à vivre et j'avais besoin euh, de découvrir une nouvelle culture et vraiment de partir de la France et de ce cocon familial. Euh, et c'est vraiment là que comment dire, que j'ai eu un éveil à moi-même, un éveil spirituel, on peut dire, et que l'astrologie est venue à moi. Ça n'a pas été facile, l'Australie, parce que j'y suis allée fin 2019. Donc, on sait tous ce qui est arrivé début 2020 pendant 2 ans et demi. Ça a été assez compliqué. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais parce que j'allais aussi en Australie pour voyager, pour faire un peu la van life, voilà, profiter. Et ça s'est avéré un peu plus difficile que ce que je pensais. Donc j'ai eu un gros besoin de lâcher prise énormément. Alors j'ai jamais été trop dans le contrôle, à prévoir beaucoup. Je me suis toujours laissée porter plus ou moins par mon intuition et être assez spontanée et faire un peu les choses au dernier moment. Mais là, c'était très challengeant l'Australie parce que je suis allée à fond là-dedans, dans ce dernier moment. Cet esprit, voilà, où tu ne sais pas ce qui va arriver le lendemain. Et ça a été très, très difficile par moments. Alors, il y en a d'autres, c'était vraiment de la joie, de l'insouciance. Il y avait aussi des très bons moments, des paysages magnifiques. J'ai eu des expériences incroyables. Enfin, j'ai fait 1 million de métiers différents quand j'étais là-bas. Ouais. Euh, et d'ailleurs, en parlant de mes passions, je disais que l'Australie, c'est pardon, l'astrologie, c'est ma passion, mais j'ai aussi l'équitation qui est vraiment une grande passion depuis toujours et qui aussi, moi qui suis une grande sensible, ça me permet de prendre confiance en moi aussi. Et les chevaux sont des animaux très sensibles. Et là-bas, j'ai pu aussi être dans les chevaux. Donc, j'ai été prof d'équitation, j'entraînais des chevaux. J'ai fait la cow-boy un petit peu. Donc, voilà, c'était vraiment exceptionnel. Et je pense que c'était comme une initiation à, voilà, à moi-même, l'Australie.
Et tout naturellement, en fait, l'astrologie est arrivée. J'étais déjà largement passionnée depuis toujours, même la numérologie, connaître l'origine du prénom, enfin l'impact du prénom sur notre vie. Et tout naturellement, l'astrologie est venue à moi quand j'étais là-bas. Et après, j'ai voulu en faire mon métier, tout simplement. Ouais. Ouais, puis l'astrologie, la numérologie, human design, c'est tellement des bons outils pour apprendre à se connaître, tu sais. Puis je dirais même se remémorer de qui on est à la base. Là. Je crois vraiment, j'ai la croyance que quand on s'incarne, on choisit un peu notre date de naissance, on choisit un peu notre nom, dans la famille qu'on s'incarne. Puis c'est quand même fou là, quand tu crois à tout ça, de voir qu'il y a des chartes comme l'astrologie, le human design qui vont refléter ce que tu as comme choisi. En tout cas, mais c'est toute une histoire de croyance, là. Mais justement, je suis curieuse. Je sais que tu as une vision différente de ce qu'on se fait, comment je pourrais dire ça, de ce qu'on se fait dire de l'astrologie. Mm-hmm. Tu as une vision un peu plus globale. Est-ce que tu voudrais nous dire un peu quelle est cette vision de l'astrologie que tu portes? Mm-hmm. Alors pour moi, l'astrologie, comme je le vois, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, de développement personnel. Astrologie, c'est vraiment le langage des astres. Et pour moi, c'est un moyen de parler, communiquer avec son âme, parce que tout ce qu'on peut voir sur son thème natal, c'est comme tu le dis, c'est notre âme qui choisit ça en s'incarnant sur Terre, avec tous les challenges possibles ou les facilités. Et en fait, ma vision de l'astrologie est, en fait, je pense que chaque charte est positive dans un certain sens. Et comme on l'a choisi, c'est qu'on est prêt aussi à vivre certaines choses. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, en astrologie traditionnelle notamment, que les lignes rouges qu'on peut voir sur sa charte, c'est négatif, que le nœud sud, on en reparlera si tu veux dans le podcast, mais que le nœud sud, c'est négatif aussi. Et en fait, moi, je vois rien de négatif dans la charte. Pour moi, tout est riche d'enseignements, en fait. Et le but, c'est pas de chasser à 100% son ombre, ses côtés moins positifs, mais c'est de leur faire face, de les accueillir et d'apprendre à vivre avec pour vivre sa vie en harmonie, en simplicité. Et qu'on peut aussi tomber amoureux, si je peux dire, de sa charte et pas forcément justement se comparer aux autres. Et moi, c'est justement quelque chose qui m'avait choquée quand j'ai commencé l'astrologie. C'est que je regardais ma charte et je me disais, merde, j'ai que des placements, donc j'ai des planètes beaucoup en maison 8. Et en astrologie traditionnelle, la maison 8, elle est un peu décriée, ça peut faire un peu peur quand on commence. On dit que c'est la maison de la transformation, de la sexualité, de la mort. Voilà, ça peut faire un peu peur. Il y a un peu des gros mots, je trouve, pour définir des planètes ou des maisons. Et, et on peut avoir tendance à se comparer à des personnes qui vont avoir peut-être des charts plus faciles. Et je pense que c'est pas, on n'est pas dans la vérité quand on est comme ça. Donc voilà ma vision. Je pense qu'il faut l'utiliser comme un soutien et c'est tout. Ouais. Puis tu sais, je pense que j'avais compris, tu sais, c'est de pas non plus s'arrêter à ton soleil, ton ascendant, puis ta lune. C'est vraiment d'aller regarder comme en globalité. Ah Puis, oui. si je me trompe pas, chaque signe astrologique équivaut à une planète, est régie. Ouais, la planète régit un Oui, signe, puis c'est ça, oui, oui. c'est comme la maison régit une planète et la planète Ouais. régit un signe. Ouais. Alors oui, exactement, il y a un concept que peu de personnes ont imprimé, je pense, c'est que on a les 12 signes du zodiaque en soi. On a les 12 archétypes. Je vois beaucoup de choses traîner, notamment sur TikTok, les pires signes astrologiques en couple, les signes les plus toxiques, ce genre de choses. Alors qu'une personne, un individu, un être humain ne sera jamais qu'un seul signe astrologique. Il y a toute sa charte à regarder. On a le soleil, la plupart des gens se définissent comme ça astrologiquement. Moi, je suis poisson, donc ça veut dire le soleil, il est en poisson dans mon thème natal. Et il faut regarder la Lune, Mercure, Mars, Vénus, jusqu'à Pluton, en fait. Ouais. Et c'est vraiment des outils qu'on a, les planètes. Donc,
C'est en fait regarder juste sa grande trinité, par exemple, c'est regarder bah, juste le côté qu'on voit de l'iceberg, tu vois. Et on manque de profondeur, en fait. Il faut absolument aller dans la profondeur, donc regarder la roue zodiacale déjà, arrêter avec les tableaux, parce qu'il n'y a qu'une partie de son thème natal sur les tableaux. Et une chose à savoir très importante, c'est qu'on a 12 maisons astrologiques aussi, qui est, c'est le processus d'incarnation, en fait, qui commence avec la maison 1, donc l'ascendant. C'est le moment où on quitte le ventre de sa mère. Mais il y a les 12 maisons à venir regarder. Et c'est des chambres d'expérience, c'est comme des sphères de vie, des espaces-temps où on va vivre certains types d'expériences. Et en fonction du signe astrologique associé, on va la vivre d'une certaine façon. Donc c'est pour ça aussi que je dis qu'on a les 12 signes en soi. Ouais. C'est parce qu'on va les vivre à un moment donné de notre existence. Ouais. Mais c'est fou, là, j'ai comme plein de questions qui viendraient en tête, là, parce qu'on pourrait tellement parler de plein d'affaires, tu sais. Comme la maison 1, c'est genre le bélier, puis le bélier, c'est vraiment ce que j'avais fait. J'avais lu des trucs sur l'astrologie, là, je suis comme une geek un peu à ce niveau-là. Euh, tu sais, la maison 1, qui est le bélier, c'est vraiment plus dans le je suis. Puis si je me trompe pas, la maison 2, qui est taureau un peu plus. Oui. Ah mon Dieu, je me rappelle plus. C'est-tu Oui. le premier contact avec l'autre? En fait, c'est la maison 7, le premier contact avec l'autre. Et en fait, chaque maison, comme chaque signe astrologique, il a son signe et sa maison opposée et complémentaire. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Donc oui, la maison 1 est associée en astrologie traditionnelle au bélier, mais moi, j'aime pas trop y penser de cette façon. Ouais. Parce que lorsqu'on débute avec l'astrologie, on peut faire des raccourcis et être confus dans l'interprétation. Par exemple, on va interpréter un soleil en bélier de la même façon qu'un soleil en maison 1, alors que c'est pas la même chose du tout. La maison 1, c'est l'espace-temps où tu vas vivre l'expérience de ta personnalité, où tu prends conscience de l'énergie avec laquelle tu t'incarnes, ton corps physique. Alors oui, ça a des ressemblances avec l'énergie du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, qui est initiateur, qui est pionnier, et il a donc la volonté d'exister. Donc ça ressemble à voilà l'énergie avec laquelle on va venir sur Terre, mais c'est pas la même chose. Le bélier, c'est un signe de feu hyper volontaire, par exemple, qui aime être dans l'action, qui est sincère, franc. Que la maison 1, c'est juste l'expérience de notre avatar, l'expérience de notre personnalité. Donc, en fonction du signe astrologique, on va avoir une personnalité différente, tout simplement. Et ça, en fait, c'est pour chaque maison la même chose pour moi. Il y a certaines ressemblances. La maison 2, par exemple, c'est l'expérience de la matière, de l'argent, de qu'est-ce qui supporte notre existence, en fait. C'est aussi dans le processus d'incarnation, la maison 1, c'est le moment où on quitte le ventre de sa mère, où on prend notre première respiration. La maison 2, c'est le moment où on prend conscience qu'on a un corps physique et qu'on a besoin de matière, de nourriture pour vivre, pour survivre. Alors que le taureau, c'est un signe de terre qui initie la matière. Tous les signes de terre, en fait, sont liés à la matière, les signes de feu à la volonté. Et donc le taureau, lui, ce sera l'archétype connecté aux cinq sens, l'épicurien, qui aime la lenteur, qui n'aime pas trop le changement, qui est ancré, qui aussi a une mentalité d'abondance, dans ses bons côtés en tout cas. Donc voilà, il y a des ressemblances, mais il ne faut pas faire trop de raccourcis non plus parce qu'en fait, alors ça demande beaucoup plus de travail pour le coup. Parce que c'est vrai que quand on commence, on se dit, ah oui, la maison 1, c'est celle du bélier, du coup, je vois à peu près. Mais en fait, il faut, je pense, d'abord faire le travail nécessaire de bien comprendre les différences et ensuite d'avancer petit à petit. Parce que c'est vrai que quand on commence l'astrologie, on peut avoir tendance à vouloir aller trop vite, alors qu'il faut beaucoup de patience parce que c'est très complexe et ça demande de la pratique aussi. Oui, c'est ça. Ça, je m'étais rendu compte là, quand je lisais mes livres. C'était comme pour faire mon propre thème natal. J'étais comme, ah, il y a du stock, là. Il y en a, c'est comme tout est. Mais au final, tout est genre interrelié. Comme. Puis, tantôt, quand tu disais qu'on avait toutes
les archétypes en nous, tous les signes du zodiaque, ça me fait penser à mon frère que lui, quand j'ai regardé sa charte la première fois, je lui ai fait découvrir ça, il y a tous les signes vraiment comme dans le tableau, là. Il y a tous les signes du zodiaque sauf le Vierge. Puis c'est la première fois que je voyais 11 signes du zodiaque dans un tableau, comme vraiment écrit. Puis j'étais genre, wow, OK, c'est vraiment fou ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que quand tu regardes tout le cercle, Mhm. il faut voir ça. Puis justement, là, je suis curieuse parce que, tu sais, souvent, on se demande, c'est quoi la différence entre le soleil, l'ascendant, puis la lune, tu sais, dans tes mots à toi, c'est quoi ça représente, là, tu sais, le soleil, l'ascendant, puis la lune? Oui, alors avant de répondre à ta question, je veux juste peut-être préciser une dernière chose pour ceux qui nous écoutent. C'est important de regarder la roue zodiacale et pas les tableaux, parce qu'on perd une lecture très importante qui sont les relations qu'ont les planètes les unes avec les autres. OK. Sur la roue zodiacale, tu vas voir qu'il y a les planètes positionnées sur le thème natal en maison et en signe, et tu vas voir des lignes. Et les lignes, ce sont les aspects entre les planètes. Et ça, dans l'interprétation, c'est primordial en fait. En tout cas, quand tu es astrologue et que tu sais l'interpréter, tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Parce que ça permet vraiment de comprendre les énergies. Faut réfléchir en fait à chaque planète comme des entités à part entière. Elles vont plus ou moins s'entendre les unes avec les autres, en fonction de où elles sont placées dans la pièce, par exemple. Et du coup, pour répondre à ta question par rapport au Soleil, la Lune, l'ascendant, la différence, y a beaucoup de différences pour chaque planète. En fait, il faut comprendre que le Soleil, c'est notre essence, c'est notre force de vie, c'est l'énergie vitale avec laquelle on s'incarne. Loin de tout conditionnement, c'est notre essence la plus pure, la plus authentique. Le Soleil, c'est le roi du système solaire. Mhm. Euh, et donc, en fait, là, on va avoir le Soleil dans notre thème natal. L'énergie va être nourrie et on va se nourrir de cette énergie. Par exemple, moi, j'ai le Soleil en Poisson. Donc, le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Mhm. Donc, mon énergie vitale, elle est nourrie lorsque je suis dans l'expansion du lien avec les autres. Parce que chaque signe d'eau, lui, ce qu'il souhaite, c'est créer du lien avec les autres. Et comme c'est le troisième signe d'eau, le poisson, il développe euh, l'énergie, si on veut. Donc, mon énergie vitale, elle est nourrie quand je fais ça et quand je suis connectée aussi à mes ressentis, euh, parce que la maison 8, c'est la maison de l'immatériel, de la médiumnité, des transformations. Donc voilà, mon énergie vitale est nourrie quand je suis dans ce processus-là. OK. Euh, Ensuite, la Lune, c'est notre monde intérieur, c'est notre rapport à la mer aussi, c'est la manière dont on digère les émotions. Donc, c'est tout notre processus émotionnel. La Lune, c'est aussi l'archétype. Donc, c'est vraiment l'archétype maternel, parce que la Lune et Vénus, c'est les deux planètes féminines, mais Vénus, c'est l'archétype de la jeune femme, de la sensualité, alors que la Lune, c'est le lien maternel. C'est les émotions, c'est nos ressentis, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur profondément en nous. OK. Donc, en fonction du signe astrologique, on va vivre des émotions d'une certaine manière. Par exemple, moi, j'ai ma Lune en Bélier, Ouais. donc j'ai des émotions qui sont très vives, des émotions qui vont en haut, en bas, en un rien de temps. Ouais. Je passe facilement à autre chose aussi, parce que le Bélier, il y a cet esprit assez enfantin. Donc voilà, par rapport à la Lune et l'ascendant, c'est comme je l'ai expliqué au début du podcast, c'est l'expérience de vie où on va vivre la personnalité, notre avatar, comment on utilise notre corps, notre... quelle est notre personnalité en fait, comment on Ouais. se présente au monde. Que les gens Voilà. vont percevoir en premier de toi. Ouais, Ouais. comment dire, ça peut être comment les gens te perçoivent, mais j'ai quand même envie de préciser que dans les premières années de vie, quand on est enfant ou qu'on est adolescent, on a quand même un peu de mal avec
notre personnalité. Des fois, on a tendance à rejeter notre propre personnalité. On a un peu honte de nous-mêmes. On n'ose pas assumer pleinement qui on est. Donc, c'est peut-être pas une énergie avec laquelle on va être très à l'aise dans un début de vie. Peut-être la façon dont on nous perçoit, ça va être aussi lié à la maison 10. Donc, la maison 10, c'est notre place en société, qui est aussi la maison de la carrière. La manière dont tu utilises l'énergie pour te faire voir en société. Donc, c'est peut-être plus cette maison qui est liée à ça, la manière dont les autres te perçoivent. Parce que aussi le signe associé à ton ascendant, tu peux avoir tendance à avoir besoin d'apprendre de cette énergie. Par exemple, moi, je suis ascendant Lion. Moi aussi. Toi aussi. Ouais. Et pour le coup, le Lion, on sait que c'est le signe qui ose briller, qui aime prendre de la place, qui a beaucoup de courage, qui a un grand cœur et qui est dans le partage, etc. Alors que moi, personnellement, ce sont des choses que j'ai du mal encore. J'ai du mal à prendre toute ma place, j'ai du mal à oser briller, assumer ma puissance, etc. Donc, je dirais que l'énergie de l'ascendant, c'est quand même pas forcément la plus facile tout de suite. C'est pas forcément la plus intuitive, en tout cas, Ouais. ou la plus naturelle. Je résonne beaucoup avec ça, tu sais, parce que justement, quand tu disais, quand on est plus jeune, on est ado, on a de la difficulté à comme vraiment être en harmonie, si je peux dire, avec notre ascendant. Puis, tu sais, Ouais. moi, ascendant Lion comme toi, je me souviens, tu sais, à l'école, j'aimais tellement pas ça lever ma main pour juste parler, prendre ma place, puis donner ma réponse. Pourtant, je l'avais la réponse, tu sais, mais je voulais pas lever ma main, je voulais juste pas qu'on me remarque, tu sais. Puis là, maintenant, avec le podcast, avec les réseaux sociaux, je suis comme, OK, j'essaie de prendre de plus en plus de ma place. Mais ça vient me confronter avec beaucoup de choses, beaucoup de conditionnements que j'ai pris qui ne m'appartenaient pas. Mais c'est vraiment intéressant l'astrologie. J'aime tellement ça. Bien sûr. Ça me fait écho aussi à moi. J'avais beaucoup Ouais. de mal à lever la main. J'étais très timide. Donc, et il y a aussi un autre point, si je peux peut-être Ouais. rebondir là-dessus aussi, c'est que on est beaucoup plus que son soleil, son ascendant, sa lune. C'est comme je disais, c'est vraiment assez superficiel. Il faut vraiment regarder le thème natal en entier parce que on pourrait se dire, tiens, avec un soleil en poisson, une lune en bélier et un ascendant lion, bah, j'ai plus de feu que d'eau. Alors qu'en fait, la répartition des 4 éléments dans mon thème natal, et j'ai beaucoup d'eau. Et c'est plutôt l'élément de l'air qui va être, entre guillemets, problématique chez moi. Donc, voilà, c'est extrêmement important de regarder tout le thème natal parce que ça permet de vraiment se comprendre. Que juste la grande trinité, c'est vraiment superficiel pour moi. Ouais, ouais, ben c'est sûr. Ouais, je comprends. Puis, mettons, le chemin de vie, là, on en avait discuté un peu hors cam, là, mais le chemin de vie, nœud nord, nœud sud, là, j'en entends Ouais. de plus en plus parler. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Bien sûr. Justement, ça, c'est quelque chose qui m'a complètement retourné le crâne quand j'ai vraiment débuté et compris ça. Le chemin de vie, c'est en fait, c'est là toute la structure de notre thème natal. C'est pour moi le point le plus important du thème natal. En fait, ils sont formés au moment des éclipses. Euh, c'est pas des corps célestes, donc ils ne sont pas visibles, ils n'existent pas en tant que tels, mais c'est le moment de croisement de la Lune avec l'écliptique. Donc ça forme comme des vortex énergétiques qui sont déterminants sur notre chemin de vie individuel et collectif. Donc les nœuds de la Lune, parce que en fait c'est le moment du croisement, c'est pour ça qu'on les appelle les nœuds lunaires. Il y a un nœud nord et un nœud sud. Donc le nœud sud, et c'est aussi la base de l'astrologie karmique. Le nœud sud, c'est notre zone de confort, si on veut. C'est une compulsion, une énergie avec laquelle on est très à l'aise, voire trop à l'aise, et on a tendance à se réfugier dans cette énergie et cette expérience-là. Énergie, je veux dire signe, et expérience, je veux dire la maison dans laquelle se situe le nœud sud. Et le nœud nord, c'est ce qui nous fait peur, et c'est aussi la clé de notre évolution. Et en fait, tout le but, si on veut, entre gros guillemets, de l'incarnation, c'est d'aller trouver l'harmonie entre ces deux énergies-là, entre l'énergie du nœud sud et l'énergie du nœud nord, qui sont toujours opposées en signe et en maison. Et donc, en fait, en fonction du chemin de vie de la personne,
eh bien, on va utiliser les outils qu'on peut. Donc, les outils, c'est les autres planètes pour emprunter le chemin du nœud nord, donc ce qui nous challenge profondément. Et en fait, ça fonctionne en cycle. Donc, tous les 2 ans environ, les nœuds de la Lune vont changer de signe. Donc, des personnes qui sont nées plus ou moins la même année, enfin, vu que ça dure 2 ans, vont avoir le même nœud nord en signe, mais ça va changer en maison. Et c'est ça qui est aussi très important, c'est de regarder la maison. Le signe astrologique n'est pas suffisant dans l'interprétation. Et ça vient indiquer des choses sur notre évolution personnelle, individuelle, en fonction du signe et de la maison, mais aussi de l'évolution collective, puisque toutes les personnes de la même année, quasiment, vont avoir le même chemin de vie, la même énergie. Donc, il y a une énergie collective aussi avec les nœuds de la Lune. OK. C'est tellement intéressant, je capote. Moi, je pense que mon nœud nord, c'est en Capricorne, puis que mon nœud sud, Gémeaux, ça se peut-tu? Non, si jamais c'est Capricorne, ça serait Cancer, le signe opposé. OK. Je pense que quand on va accrocher tantôt, je vais retourner voir ma charte, là. C'est tout le temps ça, je parle d'astrologie, puis il faut que j'ai regardé. OK. Mais Ouais. ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens aussi. Par exemple, si ton nœud nord, c'est en Capricorne, ça veut dire que tu as besoin de prendre responsabilité. Parce que le Capricorne, c'est l'archétype associé à Saturne aussi, à l'intégrité, la responsabilité, c'est l'adulte du zodiaque. Alors que le Cancer, c'est l'enfant, il a envie de lâcher prise, de rester dans l'enfance, en fait. Par exemple, moi, j'ai mon nœud nord en Balance, donc mon nœud sud en Bélier, c'est le signe opposé. Donc, j'ai une hyper volonté de Bélier. J'ai tendance à aller trop vite dans certains aspects de ma vie. Alors que mon nœud nord, c'est la Balance, donc c'est une énergie d'air, de trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, la justesse, la justice. Donc pour moi, c'est une énergie qui est assez confrontante, qui est assez difficile. Et c'est assez drôle parce que bon, je suis pas du tout une spécialiste des synastries, donc c'est superposer 2 thèmes natals d'un couple, par exemple, pour voir qu'est-ce qui s'en dégage. Mais par exemple, mon copain, lui, est Balance. Donc il a une énergie qui me porte aussi beaucoup. Parce que c'est une énergie qui me fait peur originellement, comme c'est mon honneur. C'est fou. C'est fou parce que, tu sais, moi, je suis comme ascendant Lion, Lune en Sagittaire. Mon copain est Bélier, Soleil en Bélier. Fait qu'à deux, on a comme tous les signes de Le feu. feu. Et la Lune en Cancer et son ascendant en Cancer. Puis je suis Scorpion, puis toutes mes planètes de Scorpion sont régies par la maison 4, qui est comme reliée un peu avec le Cancer, si je ne me trompe pas. La maison 4, oui, c'est la maison associée au Cancer. C'est ça. Fait que là, c'est comme vraiment mon nœud sud en Cancer. En tout cas, c'est fou comment que tout est relié puis tout se complète. C'est vraiment Oui, absolument. Et tiens, ça me fait penser à quelque chose sur un thème natal aussi. Les choses se complètent. C'est-à-dire que si tu as le sentiment, tu analyses une planète, tu as le sentiment qu'il se passe ça dans la vie de la personne, et bien souvent, ça va venir se confirmer à d'autres endroits du thème natal. C'est comme une enquête, regarder un thème natal. Il ne faut pas se fier juste à une interprétation d'une planète en signe et en maison. Il faut vraiment aller tout regarder. Et quand on est moi, en tout cas, je fonctionne avec l'intuition parce que voilà, j'essaye de la développer le plus possible, mais en tout cas, je le vois sur mon thème natal. J'ai beaucoup d'intuition. Et donc, quand j'ai l'intuition de quelque chose, d'une personne, je vais toujours aller vérifier à d'autres endroits du thème si ça se confirme. Et bien souvent, ça se confirme. OK. Wow, OK, c'est vraiment fun, ça. Mais j'aime ça que tu dis que c'est comme une enquête parce que c'est vraiment ça, dans le fond, là. Puis tu finis pas, là. Il y en a des affaires à chercher, tu sais, dans un sens. OK, j'aime vraiment ça. Puis, pour les gens qui se demandent où est-ce que je peux savoir mon thème natal, c'est quel site que tu recommandes? Moi, celui que j'utilise le plus, c'est astro.com. Je n'utilise pas AstroThème, qui est très connu, tout simplement parce que, en tout cas, moi, j'utilise la version anglaise
parce que sur la version française, c'est différent. Mais sur la version anglaise, on peut bien lire les maisons. Pour moi, c'est très important parce que c'est ça qui... Enfin, c'est pas le plus important, les maisons, mais on ne peut pas faire l'impasse sur la lecture des maisons, en fait. Les maisons, c'est les petits camemberts qu'on va voir sur le thème natal. Et je trouve que c'est important de vraiment interpréter les planètes, les signes et les maisons. Donc moi, c'est le site que je recommanderais. Après, il n'est pas parfait. Ça reste un site qui est gratuit. J'ai pas encore trouvé de logiciel qui me convient. Mais je recommanderais aux gens, en tout cas, de vraiment, peu importe qu'ils choisissent astro.com ou astro.thème, mais vraiment de regarder la rose zodiacale et arrêter à 100% de regarder les tableaux. Parce que on manque d'interprétation et de profondeur. Donc ça c'est vraiment si je peux faire passer un message, c'est celui-ci. Est-ce que tu connais l'application CoStar? Oui, j'en ai entendu parler. En fait, il y a plein de personnes qui m'ont déjà envoyé des screenshots de plein de différents sites, différentes applications. Et moi, en fait, j'ai l'habitude de lire avec astro.com, donc c'est fluide. Quand je vais lire avec astro.com, je vais tout de suite comprendre que quand je regarde sur d'autres applications, bah, j'ai un temps d'adaptation parce que les planètes vont pas être positionnées de la même façon. Les aspects ne seront pas dessinés pareil. Enfin bref, du coup, j'aime pas trop. Je préfère rester dans les choses que je connais et que je maîtrise bien. Ben oui, je comprends. C'est vraiment le fun. On aurait pu parler d'astrologie vraiment, vraiment longtemps. On aurait pu parler des planètes de chaque signe. Ben, comme là, ça va durer 3 heures, mais... il y a toujours mon TikTok si les gens veulent oui, mais pour bouffer de l'astro à fond. Donne vraiment beaucoup de valeur gratuite. Là. Moi, à chaque fois que je passe sur TikTok, je vois plein d'affaires, puis je les écoute, puis je suis comme... Puis c'est là, au début, ça m'a fait rire parce que tu as dit que sur TikTok, tu disais, il y a beaucoup de gens qui font voici 5 signes que... Nanana. Puis dans le fond, tu sais, il y a tellement de ça sur TikTok, là, genre voici 5 signes astrologiques, j'en ai plus colérique. OK. Oui. C'est pas juste son signe, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder là maintenant pour sur l'astrologie ou S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est de toujours prendre son temps parce que si des personnes m'écoutent et qui ont été piquées par l'astrologie et que ça nous active, on va avoir souvent tendance à vouloir aller trop vite. Et on a besoin de temps de pause, on a besoin de bien comprendre les concepts, même quitte à juste écrire certains mots-clés, comprendre les processus. Aussi, comment dire, faire attention aussi à qui vous faites confiance parce que on voit un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, en tout cas, vous avez l'intuition que c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, allez-y. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai un mentor, c'est tout. Je lis pas non plus à foison de livres. J'en lis quelques-uns évidemment, mais je reste focus sur mes enseignements. Et il faut mettre son ego de côté aussi parce que des fois on va pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Et je pense que ça fonctionne aussi pour l'entrepreneuriat, mais on a besoin de temps pour intégrer. Et il n'y a rien qui achète ça. Voilà. Donc, prenez votre temps et lâchez prise sur le résultat aussi. Oui, j'aime ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Question plutôt officielle. Comme tous les invités, tu as reçu une liste des valeurs. Est-ce que tu voudrais nous nommer 2 valeurs que tu portes et comment tu les appliques dans ta vie? Oui, alors pour moi, la valeur, si je pouvais même en dire qu'une, mais je vais en dire 2, je vais jouer le jeu. Amour, ce serait la plus importante pour moi. J'hésite entre 2. Alors, je vais les donner les 2. Courage et plaisir. Non, les 4. Je vais noter amour, courage, intégrité et plaisir. Pour moi, elles sont extrêmement importantes, mais si je peux pousser un peu plus la réflexion sur uniquement 2, ce serait amour et courage.
Ouais. Voilà, j'ai fait mon choix. Parce que l'amour, tout simplement, à quoi ça servirait de vivre sans amour au quotidien? J'ai besoin déjà de me sentir aimée par mes proches, mais aussi de me donner de l'amour à moi-même. Pour moi, l'amour, ça passe aussi par des actions, donc faire des choses au quotidien pour donner de l'amour à mon corps, prendre soin de moi, avoir une bonne alimentation, faire du sport. J'ai aussi Vénus en taureau, donc Vénus, c'est ce qui me plaît, et taureau, c'est les 5 sens. Donc pour moi, c'est très important ce côté sensorialité. Pour moi, ça, c'est vraiment me donner de l'amour. Euh, me... Ne pas me comparer aux autres, parce que ça, c'est très violent. Même si, évidemment, je suis humaine et que ça m'arrive, mais j'essaie toujours de me dire que je fais du mieux que je peux et de me valoriser le plus possible. Et j'ai toujours envie de faire les choses avec amour, avec le cœur, en fait. Je le sens tout de suite quand je fais quelque chose qui sort peut-être de l'ego ou du mental. Et quand je fais des choses avec amour, je sais que c'est toujours bien accueilli. Et je pense que c'est une des valeurs, voilà, les plus importantes, et que le monde a besoin d'amour. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais je pense vraiment. Et l'autre, ça serait courage, parce que il faut avoir le courage d'être qui on est, même si c'est pas facile et que la société nous dit que voilà, il faut avoir le courage de pas remettre à l'extérieur tout son pouvoir. Enfin, c'est assez large comme sujet, mais je pense qu'il faut être assez audacieux et courageux. Courageux de suivre l'amour aussi, courageux de suivre les élans du cœur, pardon. Le courage de faire des choses qu'on n'a jamais faites, le courage de tenter de nouvelles expériences, sortir de sa zone de confort. Et, et voilà. Et je pense aussi que il faut être courageux pour faire avancer la collectivité, faire avancer le monde de manière générale. Ça demande du courage parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on ne nous a pas enseignées. Mais si on veut créer une nouvelle réalité, eh bien, il faut avoir le courage de faire des choses qui cassent les codes, qui même, je ne veux pas dire qu'ils sont illégales, mais tu vois ce que je veux dire. On n'avancera jamais. Et voilà, c'est peut-être mon âme de révolutionnaire française qui dit ça, mais je pense que c'est important de vivre avec amour et courage. Ouais, j'aime ça. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à présent? Ma plus grande sortie de zone de confort, je dirais honnêtement, ça va être un peu random comme réponse, mais l'entrepreneuriat. Ouais, clairement. Mais complètement. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un gros challenge. Mais ce qui me sort le plus de ma zone de confort, en fait, c'est de m'exprimer, de faire entendre ma voix, de faire ce TikTok, justement. Pour moi, c'était quelque chose qui me challengeait énormément de faire TikTok. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais à peu près 2 à 3 vidéos par jour depuis le mois de février. Donc, à noter quand même que je suis passée de 100 abonnés à plus de 40 000 en même pas 3 mois. Et justement, c'est là où je me dis, quand tu fais des choses courageuses qui t'effraient, eh bien, ça te fait vraiment évoluer, ça te propulse beaucoup plus que de faire des choses qui restent dans ta zone de confort. Donc pour moi, vraiment, montrer mon visage sur Internet, faire entendre ma voix, créer des vidéos, venir en story au début sur Instagram, voilà, ça me terrorisait énormément. Beaucoup plus que approcher un serpent, par exemple. Parce qu'en Australie, j'en ai vu, des serpents. Et voilà. Donc souvent, je pense que les plus grosses sorties de zone de confort, c'est des choses qui ne nous mettent pas en danger, en fait. Pas du tout.
Ça ne met pas notre corps physique en danger. J'ai fait des choses beaucoup plus dangereuses pour ma santé. J'aurais pu mourir à certains moments, mais ça Ouais. m'a pas fait peur. Ce qui me fait peur, c'est d'être ridicule, de pas être aimé, d'être jeté. C'est ça qui me fait peur. Et finalement, ça revient à l'amour. J'ai envie d'être aimée. Tu vois, Ouais. j'ai envie de vivre l'amour. Ouais. Et j'ai peur qu'en montrant mon vrai visage, en tout cas, je me soigne, hein, puisque je viens sur TikTok, j'ai accepté ce podcast. Ouais. Peut-être que tu m'aurais demandé il y a un an, j'aurais refusé parce que j'aurais eu les boules, tu vois. Mm. Donc voilà, c'est assez paradoxal quand même l'être humain d'avoir peur de choses qui ne nous mettent pas en danger, de ne pas avoir peur Par exemple, moi j'adore les chevaux, j'ai pris des risques avec certains chevaux qui étaient dangereux, qui auraient pu vraiment me causer du tort, mais jamais j'ai eu peur. Alors que prendre un micro et juste parler, ça me Ouais. terrorisait. Mm. Ouais. Mais c'est intéressant de dire justement que les plus grandes sorties de zone de confort nous mettent réellement pas vraiment en danger, tu sais. Mm. C'est vraiment tout ce qui se passe dans notre tête, nos besoins primaux, nos croyances limitantes, parce que ça vient nous confronter à plusieurs niveaux. Donc, ouais. Absolument. Et justement, il faut le faire à fond. Oh oui, mais c'est ça exact, c'est comme ça qu'on évolue. Pour Mm. vrai, l'entrepreneuriat, c'est, ça te confronte Mm. vraiment plus rapidement. Tu évolues tellement plus rapidement que, mettons, si tu ferais du 9 à 5. Il y en a qui évoluent comme, Absolument. mais selon moi, c'est vraiment pas la même chose, là, parce que t'es T'as comme pas le même, choix. c'est ça, t'as comme pas le choix si Mm. tu veux atteindre tes objectifs, mettons, Mhm. businessment parlant. Oui, Faut que tu sortes de ta zone de confort, puis il faut que tu travailles tes croyances parce que ça va refléter dans tout ce que tu fais et ce que tu reçois. Il absolument. y aurait tellement de choses à dire, honnêtement, là, sur ça. Là. Oui, on pourrait faire un autre podcast là-dessus. Exact. Donc, c'est bon sujet croustillant, puis c'est ça. Quelles sont tes offres de service? Les offres de service. Alors, j'ai comment dire, j'ai fait un nouveau positionnement depuis peu. Ouais. Alors, la seule manière pour le moment d'entrer dans mon univers, parce qu'en fait, pour être sincère avec toi, je suis en création d'une offre, parce qu'en ce moment, je suis dans un accompagnement business Mm. euh, avec Val Benoît. Si elle écoute ce podcast, je l'embrasse. Et, euh, et donc, pour l'instant, j'ai juste une mini formation, donc assez, on va dire, accessible, mais tout autant transformateur à mon sens, parce que c'est vraiment, j'ai fait un condensé de tout ce qui m'a aidé au début de ma pratique avec l'astrologie dans mon développement personnel. Qu'est-ce qui m'a aidé concrètement à vaincre cette timidité, justement, et à venir montrer mon visage et aller sur TikTok et avoir maintenant 40 000 abonnés, c'est des compréhensions que j'ai eues, des déclics que j'ai eus grâce à certains enseignements que je délivre du coup dans cette mini-formation. Et en fait, je dis que j'ai un nouveau positionnement parce qu'en fait, au début de l'entrepreneuriat, c'était un peu open bar pour tout le monde. Peu importe qui tu étais, je parlais à tout le monde et du coup, je parlais à personne. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment décidé de m'adresser uniquement à des entrepreneurs. J'ai vraiment envie d'accompagner des entrepreneurs à utiliser l'astrologie dans leur business pour avoir un business et une vie plus harmonieuse, euh, mieux se comprendre en fait, comprendre ses qualités naturelles, voir si son entreprise par exemple elle est alignée à son chemin de vie ou pas, si on est à fond dans justement dans l'énergie avec laquelle on est venu s'incarner ou pas, ou si on est un peu à côté de la plaque à vouloir faire comme les autres. Donc Mhm. voilà, je pense que l'astrologie peut vraiment aider à se comprendre. Donc j'ai cette offre-là. Désolée si ça a pris un peu de la longueur, mais T'inquiète. ma plus grosse difficulté, c'est d'être concise et précise. Mm. Mais voilà, j'ai cette mini formation qui est accessible sur mon site web. Sinon, je fais aussi des consultations à certaines personnes. En fait, je demande toujours à la personne de m'expliquer son challenge, on va dire, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, parce que je ne peux pas accepter tout le monde. Et tu t'en doutes maintenant que j'ai 40 000 abonnés sur TikTok. Je Ouais. peux pas me permettre d'accueillir tout le monde parce que j'ai pas envie d'accueillir des personnes déjà qui ne sont pas entrepreneurs Mm. ou qui n'ont pas le désir de le devenir.
et des personnes qui ne sont pas vraiment actifs dans leur transformation et je veux des personnes uniquement qui sont prêtes à mettre en place des actions pour travailler sur eux et qui sont dans un questionnement profond, en fait. C'est pour ça que c'est plutôt par application, si je puis dire. Ouais. Et l'offre que je suis en train de créer, je peux en parler rapidement, même si elle n'est pas encore sortie, ça serait plutôt beaucoup plus de profondeur pour le coup, où ça serait pour un entrepreneur qui a envie de travailler sur lui, prendre de meilleures décisions dans son entreprise, avoir plus confiance en lui, oser prendre sa place, justement, s'aligner à son chemin de vie. Et ça serait plutôt travailler avec les énergies du moment. Par exemple, là, en ce moment, c'est la saison du taureau, donc on nous parle de tout ce qui nous donne de la sécurité, notre insécurité. Est-ce qu'on remet notre sécurité sur du matériel ou c'est quelque chose de plutôt qu'on peut cultiver à l'intérieur? Voilà. Toutes ces choses-là qu'on est en train de travailler en ce moment avec la saison du taureau et le nœud nord qui est en taureau en ce moment. Ouais. Donc voilà, ce serait plutôt un groupe d'entrepreneurs pour naviguer son business avec plus de fluidité, en comprenant son thème natal et les énergies du moment. Ok, cool. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. On en a parlé un peu rapidement, là, mais t'as le signe astro trilogie. Oui, je suis poisson, ascendant lion, du coup, lune en bélier. Je les ai expliqués, je pense. Ouais, c'est ça. Suffisamment. Faut qu'on l'oublie, qu'on le remette. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver, mon réseau social préféré, c'est Instagram, parce que je trouve qu'on a beaucoup plus de proximité et c'est là où je dévoile un peu plus qui je suis. Sinon, j'ai TikTok. J'imagine que tu mettras les liens dans l'épisode. Mon site web, j'ai aussi mon podcast qui s'appelle Maison 8, un podcast sur la spiritualité et justement ce monde énergétique. Donc ça parle aussi de médiumnité, voilà, toutes les choses subtiles. Et donc qui est accessible sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube aussi. Cool. Je crois que c'est tout. Je crois que j'oublie rien. Tu m'as envoyé tous tes liens, donc je les mets si jamais les gens vont pouvoir aller regarder ça. Puis d'ailleurs, on s'est rencontrés sur le groupe de Valérie Benoît. Là. On va faire un petit chat à elle. Feminine Biz. Ça aussi, c'est dans les notes de chaque épisode parce que la plupart des filles qui viennent sur le podcast, je les ai rencontrées là. Donc, si jamais les gens veulent venir nous joindre, ils vont pouvoir. Carrément. Est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent? Un souhait pour les gens qui nous écoutent, ce serait, si possible, de faire des choses qui vous procurent de la joie, d'être dans la joie. Si quelque chose ne vous déplaît, vous rend malheureux, vous avez tout le pouvoir pour le changer. Rien n'est impossible, si vous le voulez en tout cas. Et justement, ça rejoint le courage. Il faut avoir le courage de créer sa vie de rêve. Alors, on a tous une définition de la vie de rêve qui est différente, mais on est tous capables d'améliorer son quotidien. Donc, si on n'est pas heureux dans une relation ou dans sa vie, dans son travail, dans son lieu de vie, dans sa maison, peu importe, il y a toujours des solutions. Donc, voilà, c'est mon message. Ouais, ok. Un gros merci, Bérénice, pour ton temps, pour ta présence, tes explications. J'apprécie énormément. Merci à toi. Puis, qui sait, peut-être que tu reviendras sur le podcast Éventail avec grand plaisir. Avec plaisir. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis toute rouge. Ça veut dire que l'énergie a circulé. Les bonnes vibes ont circulé. On aime ça. Fait que merci beaucoup. Bonne semaine. Merci à toi, Valentine.